chemin des peuples vers le nord-ouest, une quête de liberté et de connaissance. Après avoir traversé l'Asie, le Proche-Orient, l'Europe et quelques siècles, brossé un tableau trop rapide du christianisme celtique et de l'Irlande, de quelques figures essentielles des romans du Graal, penchons-nous sur les bouleversements du monde advenus depuis la Renaissance avec l'inversion des rapports hiérarchiques et des messianismes, avec les directions qu'ont voulu impulser à l'humanité quelques personnes. Nous allons reparler de l'âme et du génie des peuples, si importants à la veille de la Première Guerre mondiale. De multiples peuples, des individus, aux intentions et aux idéaux très divers, ont suivi la route du Nord-Ouest, comme désirant se fondre dans le soleil et dans une hyperborée originelle. Sommet du monde, blancheur première ou dernière, loin des récupérations qui en furent faites. D'ailleurs, je précise que New York a été découverte par Giovanni da Verrazzano en 1524, le 17 avril 1524, envoyé par François Ier, parce qu'il cherchait le mythique passage du nord-ouest vers les Indes. Donc cette idée qu'il y ait une route comme ça qui passe par le nord-ouest en suivant la marche des peuples et puis l'évolution aussi des civilisations les plus avancées et les plus puissantes depuis l'Égypte, en passant par la Grèce, Rome, l'Europe, on va dire autour de la France, puis le monde anglo-saxon, tout ça, et les États-Unis. Il y a en tout cela une logique qui obéit non seulement à la découverte du monde, mais aussi à des archétypes et des traditions très anciennes. Parmi ceux qui traversèrent un continent, l'Asie, un autre, l'Europe, un océan, l'Atlantique, un troisième continent, l'Amérique, et arrivèrent face à l'océan Pacifique, il y eut les hommes les plus décidés, les plus conquérants, mais aussi les plus rêveurs, les plus idéalistes, les plus inventifs, en quête d'ailleurs, de vérité, de nouvelles terres, laissant les tabous et les peurs derrière eux. L'Orient garde l'éternité, ses traditions et ses structures. L'Occident semble s'être donné pour mission d'écrire l'histoire en franchissant toutes les frontières, en récusant tous les tabous, en questionnant toutes les structures pour le meilleur et pour le pire. Les rivages les plus à l'ouest du monde aujourd'hui, Californie, Oregon, concentrent parmi les personnes les plus créatives de la planète. Ayant achevé leur route à l'ouest de l'ouest, mouvement hippie, New Age, informatique, expérimentation en tout genre s'y retrouvent en des lieux où tout semble possible. Le divertissement est le signe de l'hégémonie de Mercure. Que ceux qui ont un Mercure important dans leur thème et les natifs des Gémeaux ne s'offusquent pas de ce paragraphe. Je connais le génie des Gémeaux et de Mercure, mais m'inquiète de leur hégémonie, car dans l'âge noir qui est le nôtre, la marche en avant du monde joue sur les qualités des signes et les exacerbe pour les mettre à son service, en dévoyant leur mission propre, celle de Mercure et des Gémeaux étant de transmettre et relier par la vivacité de leur intelligence. C'est dans le Golden State, l'État doré, la Californie, avec son industrie de l'entertainment, divertissement et de l'informatique, que je pris conscience du règne de Mercure, en entrant dans un bus de San Francisco à 8 h du matin. Tous les jeunes qui allaient travailler vers Downtown, le Financial District, regardaient leur smartphone. Je compris, Mercure, dieu des communications. Et je déroulais ses domaines d'exercice. Dieu des voleurs, dieu des marchands, dieu des voyageurs, dieu de la fête, dieu de la danse, messager des dieux. Quant au domaine des Gémeaux, signe d'air accompagnant l'exaltation de la nature vers le solstice d'été, au mois de juin, ce sont l'éternelle adolescence, la légèreté, la rapidité de la pensée, le nomadisme, la ruse, la transmission des informations, le jeu intellectuel avec des notions sans nécessairement d'engagement, le fou du roi,
le va-et-vient entre les opposés, l'oscillation perpétuelle. Le métal du cygne, le mercure, attaque tous les autres, se divise dès qu'on le touche, insaisissable. C'est un poison violent si on l'ingère ou un élixir de longue vie à dose infinitésimale. Et la première chose en alchimie, c'était de fixer le mercure, symbolisant le fait aussi de fixer la pensée, d'arriver à maîtriser la pensée et à la mettre au service, comme Mercure doit être le messager et le serviteur des dieux. Nous vivons sous le règne des communicants, des marchands, des voleurs, du divertissement qu'ils financent, du relativisme moral, des algorithmes, des formules chocs et des équations. Et la pensée attaque toutes les valeurs en se voulant reine. L'argent corrompt tout ce qu'il touche, comme le vif argent, autre nom du mercure. Laissez faire la loi du marché, tout est là, mais on oublie que ce sont les marchands qui font le marché et sa loi. Le fou divertissait la table des princes, mais aujourd'hui, un seul prince invité divertit une table de fous dans les shows télévisés. Chaque acteur d'un reality show, et avec lui les spectateurs, se prennent pour des rois, des reines, mais la noblesse des actes et des paroles a disparu. Le Verseau et les Gémeaux mettent l'humanité entière sur une même dignité, mais courent le risque d'oublier la profondeur et la complexité du monde par l'idéologie ou la brillance intellectuelle. L'Inde védique enseignait que le plaisir et l'argent sont les deux valeurs de la caste des marchands, tout à fait respectables lorsqu'elles servent l'humain et non l'inverse. Le sacré et le courage ne sont plus ce qui donne sa place à l'homme, mais la richesse, seul principe de réalité permettant de l'évaluer. Crédit, valeur, action, obligation, ces termes autrefois moraux appartiennent aux banques. On ne parle plus d'étalons or, image équine, rappelant les anciens stataires et la référence que le soleil, que le cheval représente depuis longtemps, car les pétrodollars sont le signe du passage de l'âge d'or à l'âge noir par l'or noir. Le rire est l'âme de Mercure. Il brise les sortilèges autant que la vraie magie salvatrice. Le grand public et l'audience sont les simulacres de la démocratie et la démystification devient l'alibi de tous les outrages. Sous le règne de Mercure, le messager compte plus que le message et l'auteur. L'intermédiaire et le média sont Dieu. Planète très proche du Soleil, Mercure aime se faire prendre pour le centre du système solaire, parce que les choses passent par lui, comme le serviteur se déguisant en maître. Mars accompagne souvent Mercure, les Gémeaux s'entendent avec les Béliers. Ils attisent leur vent et leur feu respectifs. C'est que la guerre va de pair avec le commerce, comme la ruse avec la force. Les animateurs, adolescents se croyant éternels parce qu'ils sont attardés, se jouent de tout, comme une nourriture de fast-food vendue à grand renfort de couleurs, de slogans et de méthodes régressives dont personne ne veut, mais à laquelle on finit par se faire jusqu'à en redemander. Tout est étudié puisque c'est l'accoutumance qui est recherchée en jouant sur la dépendance, l'oubli, l'indifférence, le plaisir immédiat. Les symptômes en sont la passivité, le conformisme, l'incompréhension de la marche du monde, l'impuissance, la confusion mentale, la frustration et l'abrutissement. Edward Bernays, neveu de Freud, empereur des Public Relations aux États-Unis, inventeur du terme même de propagande, proclama « La démocratie, c'est le consentement du peuple. La propagande, c'est la fabrique du consentement. » Dans le Ragnarok germanique, Loki est le fou maléfique qui met la division parmi les dieux et provoque la chute. C'est l'aspect sombre de Mercure, dont le gris du métal est celui des buildings, des costumes et des voitures qui montent, marchent ou coulent comme des billes de vif argent dans les artères des mégalopoles.
La découverte des planètes et les grands événements. Uranus observé pour la première fois en 1781, entre la Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789. Neptune en 1846, juste avant la Révolution de 1848, romantique, chrétienne et socialiste. Pluton découverte en 1930, dans l'enfer de la crise, du stalinisme, du fascisme et du capitalisme et la montée de la Seconde Guerre mondiale. La science allait bientôt utiliser le plutonium après l'uranium pour menacer la Terre entière, et Pluton devient toujours plus riche des âmes descendues dans ces enfers. Nous vivons aujourd'hui dans une infernale plutocratie, puisque Pluton signifie le riche. Pourquoi ces convergences entre planètes et événements? Découvrons-nous les planètes comme on découvre le signe prémonitoire d'un bon ou d'un mauvais événement que nous sommes nous-mêmes en train de produire collectivement? Peut-être nommons-nous les astres inspirés par un message à transmettre ou par eux-mêmes, comme les enfants nous souffleraient leur prénom. Les anciens astrologues auraient en tout cas pris l'observation d'un nouveau corps céleste pour un signe à interpréter aussitôt. Le roman des peuples, les gentils et le royaume contre l'empire. Le mot roman désigne de romain et désigne la langue que parlaient les peuples anciennement conquis par Rome, alors que les élites parlaient latin. On en vint ainsi à désigner comme roman une œuvre écrite en langue locale, romane et non latine. Les caractéristiques de ces œuvres étaient l'imagination, l'émotion, le pittoresque, l'aventure. Ainsi le roman est-il associé au peuple avec leurs émotions et au récit de leurs aventures à vivre et à écrire pour s'ennoblir. Cela m'évoque le terme « gentil » avec un G majuscule, désignant les non-juifs dans le Nouveau Testament. Il dérive de gens, la naissance en latin, et rejoint le terme « nation », opposé au peuple élu. Au cours des siècles de l'hégémonie chrétienne en Europe, on fit du juif non plus le peuple élu, mais le peuple maudit, déicide et errant, vif par excellence. Et les chrétiens, nouveau peuple élu, finirent par nommer gentils les païens. Beau nom en réalité que celui de gentil, désignant les ignorants ou les damnés, selon les religions se prétendant élus, et signifiant pourtant simultanément bon, de cœur doux, et de noble naissance, comme gentilhomme ou gentedame. Aujourd'hui, nation est un terme fortement connoté négativement. On pense au nationalisme, car il faudrait de sages instances internationales, héritières des révolutions libérales, banquiers, industriels, patrons de presse et de médias, multinationales, pour penser à la place des peuples, ce qui est bon pour eux et les protéger d'eux-mêmes. J'ai suffisamment croisé à certains moments des conservateurs religieux et politiques, voire des royalistes, pour constater avec effarement la certitude de leur propre élection et de leur légitimité à régner en bon berger sur la population. Et j'ai retrouvé le même sentiment dans tous les appareils de tous les partis politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tous en sont persuadés et ils peuvent éventuellement vous en persuader de la façon la plus raisonnable qui soit, malgré l'histoire de leurs échecs, les arguments contraires et l'état du monde. Le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison, a écrit Gilbert Case Chesterton. Hors de question par ailleurs pour eux de s'allier, en apportant au monde le meilleur de ce qu'ils ont compris. Aucune de ces idéologies n'a pensé l'humain dans toute sa richesse et n'est prête à le guider ou à le laisser aller vers sa propre liberté. Il s'agit de dépasser tout cela. Il s'agit de rétablir le royaume contre l'empire. Un royaume où chaque individu soit un souverain rétabli dans sa noblesse et liberté, décidant de ses actes et de son destin collectif depuis le centre de son cœur, l'univers de son âme.